Je poursuis donc la lecture de l'ouvrage La philosophie comme remède au chômage de Jean-Louis Gianni. Je commence mes méditations philosophiques par Socrate. Depuis quelques jours, je relis Phédon, le dialogue de Platon consacré à la mort de Socrate. Une belle mort en définitive. Condamné à la peine capitale après un procès inique, Socrate va boire la ciguë. Le jour J, dans sa cellule, il n'est pas seul. Dès l'aube, une douzaine de disciples les plus ardents sont venus l'entourer. Que faire de son dernier jour? Ce que l'on veut et avec qui l'on veut. Voilà sans doute un programme acceptable. Xantippe, l'épouse de Socrate, accompagne les disciples avec leur plus jeune enfant. Elle ne peut retenir son désespoir et se met à hurler. Ah, Socrate, c'est aujourd'hui la dernière fois que tes amis vont te parler et que tu leur parleras. Il est injuste que tu meures ainsi. Et que voulais-tu que ce soit juste? Elle a raison, Xantippe, mais Socrate s'en moque. Il demande à Criton de le ramener à sa maison. Que faire de son dernier jour, donc? La réponse ne tarde pas. Peut-être est-il on ne peut plus à propos, au moment de quitter cette vie, d'enquêter sur ce voyage dans l'autre monde et de conter dans un mythe ce que nous croyons qu'il est. Comment mieux occuper le temps qui nous sépare du coucher du soleil? Tout le jour, Socrate va donc parler à ses amis, se livrer tout entier à la conversation philosophique, seule et unique passion de sa vie. Étrange passion que celle qui pousse ce fils d'un tailleur de pierre et d'une sage-femme dans les rues d'Athènes, pieds nus, sous un manteau grossier. À une époque où les sophistes enseignent à grands frais l'art de la parole, Socrate s'est construit une renommée d'expert en rhétorique, certes, mais qui apprend davantage à enchaîner les idées que les belles phrases. D'ailleurs, enseigne-t-il quelque chose? Il n'a jamais rien écrit. Nous ne connaissons ses idées que grâce à deux de ses disciples, Platon et Xénophon. Oui, c'est une inclassable passion que cette activité philosophique. Socrate a raison. Oui, Socrate n'a aucun savoir particulier ou technique précise à transmettre. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Ainsi, Socrate ne possède aucune vérité. Il ne cesse pourtant de la chercher et de la faire chercher aux autres, qu'il bouscule, dérange, déstabilise. Au cours d'enquêtes improvisées dans un gymnase, une échoppe ou encore à la table d'un banquet, feindre l'ignorance et interroger l'autre, c'est là toute l'ironie socratique. Posture et procédés de recherche destinés à vider l'interlocuteur de ses idées reçues, préjugés et autres croyances. Sa mère faisait naître les bébés d'Athènes. Socrate accouche les esprits. Les dieux me contraignent à n'être qu'une sage-femme, mais m'empêchent de procréer. C'est la célèbre maïeutique qui, après avoir mis l'interlocuteur en contradiction avec ses opinions initiales, lui ouvre la voie des définitions universelles, des concepts et des idées vraies. À quoi s'applique l'enquête socratique? Aux questions d'éthique, aux affaires des hommes essentiellement. Les entretiens que mène Socrate portent sur les valeurs et conduites morales, sagesse, vertu, courage, beauté. L'objectif est simple et constant, s'observer soi-même, observer les autres, pour se protéger des pièges de l'opinion commune, pour se maîtriser. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature et les dieux. Le précepte gravé sur le mur de l'oracle de Delphes résume dans sa fulgurance la philosophie de Socrate. Sois un homme, saisis-toi comme un objet singulier et irréductible. Socrate
ou l'invention de la conscience. J'imagine la scène dans la prison d'Athènes, après l'expulsion de Xantippe. Le geôlier libère le condamné de ses chaînes. Socrate s'assied au bord de sa couche, les pieds nus, au bout des jambes pendantes, un manteau usé, un corps ventru, mais encore musclé à 71 ans, une tête plus disgracieuse encore, avec un nez épaté, des lèvres épaisses, brillant au centre d'une barbe lourde. Mené avec l'aide des disciples Thébain, Simmias et Cébès, commence l'enquête sur le voyage dans l'autre monde. Elle se déploie selon une argumentation en 3 mouvements, étroitement liés, articulant exercice logique et références religieuses, mêlant le rationnel et le merveilleux. Le philosophe ne craint pas la mort. L'âme est immortelle, les âmes sont jugées dans l'au-delà. La mort est séparation de l'âme et du corps. Or, le corps, avec ses passions, ses désirs et ses sensations, constitue une entrave à la recherche de la vérité. La mort libère l'âme, elle l'affranchit des servitudes du corps, elle la met en contact direct avec la vérité. Socrate reprend ici la tradition orphique qui fait de la mort une purification. Ainsi, le philosophe ne saurait la craindre, puisqu'elle prolonge une activité tout orientée vers la recherche de la vérité. C'est un raccourci qui nous mène au but. Il doit donc l'affronter avec courage, car la mort, loin de nous enfermer dans le néant des ombres, comme le pensait Homère, nous laisse entrevoir une perspective heureuse. Il y a bien quelque chose une fois son seuil franchi, quelque chose de bien meilleur d'ailleurs, pour les bons que pour les méchants. Quand le moment de mourir est venu, le philosophe n'en est point fâché, estime donc Socrate, parce qu'il a désormais un bel espoir. Trouver dans l'autre monde d'autres dieux également bons, et des hommes meilleurs que ceux d'ici. Cette double espérance en un au-delà et en un au-delà tout de positivité, de justice et de bonheur, ce dessein encourageant ne valent que si l'âme humaine est immortelle. C'est pourquoi Socrate se lance dans 3 vagues de démonstration pour établir cette immortalité. La preuve par les contraires. D'abord, la mort naît de la vie. Il faut donc admettre que la vie puisse naître de la mort. La preuve par la réminiscence. Ensuite, apprendre, c'est se souvenir, c'est retrouver ce qui est déjà dans notre âme. L'idée d'une réalité abstraite telle que l'éternité ne peut provenir de notre corps ni de ses sensations. Elle trouve son origine dans l'âme qui se souvient de sa vie antérieure. Associés, les 2 arguments se renforcent. Si l'âme ne peut naître que de ce qui est mort, il est nécessaire, si elle veut revenir à la vie, qu'elle continue d'exister après la mort. Dernier argument, celui de la parenté. D'essence intellectuelle, l'âme est de la même famille ontologique que l'éternité. Socrate croit-il véritablement à cette fable hollywoodienne avant l'heure? Rien n'est moins sûr. Il le concède d'ailleurs lui-même, à la fin de sa tirade. S'acharner à prétendre qu'il en est de ces choses comme je l'ai exposé ne convient pas à un homme de bon sens. Socrate n'est pas dupe de sa virtualité dialectique. À la fin de son procès, il s'était déjà interrogé sur le sens de la mort devant ses juges. De 2 choses l'une, avait-il posé. Ou bien la mort nous réduit au néant, elle n'est qu'un sommeil sans rêve, ou bien elle est un passage d'ici-bas vers un autre lieu. Dans les 2 cas, elle est bénéfique, ironisait-il une nouvelle fois. Ce jour-là, Socrate était encore loin du dernier jour. À présent, tout est différent. Il faut aller plus loin.
Définir autrement, donner ou trouver plus de sens à ce passage. Dire où et comment il conduit. Soutenir qu'il y a une justice après la mort. Rien ne l'assure, bien entendu, mais rien ne nous empêche de parier sur un avenir meilleur. Oui, le risque existe encore que tout soit néant après le décès. Mais entre le risque du rien et celui du bonheur après la mort, Socrate choisit le second. Ce risque est beau dans les croyances de cette sorte. Il y a comme une incantation qu'il faut se faire à soi-même. Se convaincre, s'intoxiquer, le pari socratique avant le pari pascalien. Ce pari, en tout cas, apporte un bénéfice évident, celui de bien passer son temps, de conjurer son angoisse, d'éviter les lamentations. À la manière d'un sportif qui répète dans son esprit les phases de la compétition à venir, Socrate consacre son dernier jour à se reconstruire une représentation de la mort. Il recueille et enroule dans son discours la réalité néantisante de la mort. Sa conscience la reprend et l'enrobe dans ses plis. Socrate ne parle pas de la mort d'un événement abstrait, lointain, dépersonnalisant. Il parle de sa mort et ce faisant s'approche de l'impossible, devenir le sujet de sa propre disparition. Infaisable, certes, car il va falloir partir malgré les raisonnements, les croyances, les mythes et même l'espérance. Mais au passage, le philosophe trouve une attitude personnelle. Il oublie la chute qui l'attend, ultime danse au bord de l'abîme. Nous sommes au dernier acte, dans la prison d'Athènes. Socrate demande des précisions techniques. Que faut-il que je fasse? Rien de plus qu'un petit tour, après avoir bu, jusqu'à ce que tes jambes se fassent lourdes. Ensuite, étends-toi, le poison agira plus vite. Une libation est-elle possible? Non, il faut tout boire. Eh bien, j'adresse au Dieu une prière pour l'heureux succès de mon changement de résidence. Socrate prend la coupe qu'on lui tend et la vide d'un coup sans un tremblement de cils, puis il regagne sa couche. Il s'allonge comme il se doit et se recouvre le visage de son vieux manteau. Quelques secondes encore, et Socrate écarte son manteau, il appelle Criton. Nous devons un coq à Asclépios. Payez ma dette. Ce sera fait. As-tu autre chose à dire? L'âme de l'inlassable questionneur s'envole sur cette dernière interrogation. Qu'en est-il de moi? Réfléchir à cette question m'amène à l'écriture. Depuis longtemps, d'abord à travers mon activité de journaliste, puis celle de dire comme je suis un scribe. L'écriture a toujours constitué l'axe de ma vie professionnelle. C'est mon métier de base. Occupe-toi de toi. Occupe-toi de ce grand vide qui est toi. Ne t'y abîme pas, au contraire. Prends tes distances avec lui. N'adhère pas à l'événement qui te supprime. Joue avec lui. C'est ce que Socrate m'enseigne. Je n'ai pas de boulot, mais je suis encore quelque chose. Voilà ce que je commence à comprendre. Ce mort, c'est moi. Bonne journée. Merci.